À l'ouverture de la boîte, je trouvai dedans un je ne sais quoi de métal, quasi tout semblable à nos horloges, plein d'un nombre infini de petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre miraculeux qui n'a ni feuillet ni caractère. Enfin, c'est un livre où pour apprendre les yeux sont inutiles, on n'a besoin que d'oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande avec une grande quantité de toutes sortes de clés cette machine, puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter, et au même temps il sort de cette noix, comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent entre les grands lunaires à l'expression du langage. Lorsque j'eusse réfléchi sur cette miraculeuse invention de faire des livres, je ne m'étonnai plus de voir que les jeunes hommes de ce pays-là possédaient davantage de connaissances à 16 et à 18 ans que les barbes grises du nôtre, car, sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture, dans la chambre, à la promenade, en ville, en voyage, à pied, à cheval. Ils peuvent avoir dans la poche, ou pendus à l'arçon de leur selle, une trentaine de ces livres dont ils n'ont qu'à bander un ressort pour en ouïr un chapitre seulement, ou bien plusieurs s'ils sont en humeur d'écouter tout un livre. Ainsi, vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes, et morts et vivants, qui vous entretiennent de vive voix. 1657, Cyrano de Bergerac imagine le baladeur et les écouteurs. Savinien de Cyrano, dit de Bergerac, est né à Paris en 1619 et mort à Sannois, aujourd'hui dans les Yvelines, en 1655. Il grandit dans une propriété louée par ses parents au bord de l'Yvette, proche de Paris, le domaine de Mauvière. Il n'a donc jamais vécu en Gascogne, mais il aimait rajouter la particule de Bergerac à son vrai nom. Sa famille déménage à Paris en 1636 et Savinien y poursuit ses études. Il rentre à l'armée en 1639, mais n'y reste qu'un an. Il poursuit ensuite des études de rhétorique puis de philosophie au collège de Lisieux. Il apprend aussi l'escrime auprès d'un maître d'armes et la danse auprès d'un maître danseur. Au moment de ma nouvelle vie de pensionné, j'ai décidé d'écrire sur l'histoire de mon métier qui m'a occupé pendant plus de 40 ans, le métier d'acousticien. Et j'ai donc commencé à faire des recherches sur l'histoire du son. Cette histoire commence dès les grottes préhistoriques avec les marquages sonores dans les grottes que des acousticiens ont découvert dans les années 1980. Et ça se termine sur la planète Mars, il y a 2 ans, en 2022, par une découverte assez spectaculaire du robot Persévérance sur Mars. Alors cet éventail d'époques, je les ai choisis un petit peu en fonction des événements qui me semblaient intéressants. Avant notre ère, il y a énormément de textes sur les philosophes grecs qui ont beaucoup réfléchi, beaucoup philosophé sur le son, parfois de façon très intelligente et prémonitoire, parfois de façon un peu plus fantaisiste. Ensuite, au Moyen-Âge, en l'an 500, il faut savoir que 529, toutes les écoles de philosophie en Grèce ont été fermées. Et par l'empereur Justinien qui avait peur de l'influence grandissante de ces philosophes. Et donc tous ces philosophes sont partis, beaucoup de ces philosophes sont partis au Moyen-Orient et ils nous sont revenus avec les invasions arabes jusqu'en l'an 1000, 1200, enrichis par les apports de tous ces savants du Moyen-Orient. Donc voilà un petit peu pour le Moyen-Âge, qui est finalement assez riche aussi pour l'histoire du son.
La période que je préfère, c'est vraiment la période baroque du XVIIe, où là, avec comment dirais-je, avec les philosophes et les acousticiens de cette période, on part un petit peu dans tous les sens. On a des articles et des imaginations très fécondes, comme celle de Cyrano que je viens de vous lire, beaucoup plus fécondes que finalement le XVIIIe siècle qu'on appelle le siècle des Lumières. Mais je dirais que le XVIIIe siècle est plus le siècle des Lumières que le siècle des Sons. Les progrès scientifiques au XVIIIe siècle sont moins intéressants que ceux du XVIIe, par exemple. Au XIXe, on a vraiment une prolifération de toute l'ingénierie, de toutes les sciences, les nouvelles sciences qui apparaissent et qui permettent d'avoir de nouveaux instruments, etc. C'est à la fin du XIXe siècle qu'on voit l'apparition du téléphone, du disque, de l'enregistrement, de toutes ces techniques qu'on utilise aujourd'hui. Et puis au XXe siècle, on a le grand apport de l'informatique à partir des années 40-50 qui permet de développer aussi tout ce qui est mesure sonore et on arrive à la période actuelle où l'acoustique est devenue une part importante des sciences, plus qu'elle ne l'a été au cours des siècles précédents. Donc toute cette histoire du son, j'ai choisi 100 dates, 100 moments que j'ai jugés importants ou peut-être plus aussi qui m'ont plus ému que parfois être importants. Et donc je les ai appelés les 100 chefs-d'œuvre de l'histoire du son. J'en ai fait 100 petits livres, chacun contenant un événement. J'en ai fait une petite reliure particulière pour chaque événement. Et ensuite, je les ai rassemblés dans un énorme volume que vous avez ici, qui est la mère de tous ces moments, de tous ces chefs-d'œuvre.